Les gardes-côtes ne se doutaient pas que ce curieux « bateau bleu » allait bientôt devenir le point central d'un scénario cauchemardesque. Lorsqu'ils l'ont intercepté, aucun de leurs radars n'a détecté le navire métallique bleu. De plus, ils avaient peu de moyens pour stopper ce qui se passa lorsqu'ils montèrent à bord. Mais avant que nous commencions notre récit, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des nouvelles histoires. À des milles au large, lors d'une inspection de routine, le navire flottant bleu fut aperçu. L'équipage faillit le dépasser. Au début, il semblait être un simple point à l'horizon, mais l'un des gardes-côtes pointa du doigt et dit « Les gars, il y a quelque chose dans l'eau là-bas. » Mais l'équipe réalisa vite que l'embarcation flottante était bien plus grande qu'ils ne l'avaient d'abord imaginé. À mesure que leur propre bateau s'approchait, le radar du navire ne semblait tout simplement pas capter le bateau. C'était un bateau mystère. Le capitaine de l'équipage consulta encore une fois le moniteur, mais pour une raison quelconque il n'affichait que leur propre navire. Sa teinte bleutée, qui se fondait presque parfaitement dans les vagues de l'eau, renforçait cette impression. Il était logique que l'équipage appelle la personne aux commandes de ce bateau énigmatique pour en savoir plus. Et, la garde côtière ici, est-ce que l'individu à l'intérieur du navire bleu va sortir et dire bonjour? Cependant, malgré leurs appels répétés, personne ne sembla répondre. Il y avait une tension dans l'air, et c'est en regardant de plus près que la situation se précisa. Afin de remorquer le bateau bleu, l'équipe lança immédiatement une corde munie d'un crochet vers celui-ci. Toutefois, cela ne se passa pas exactement comme prévu. Puisque le bateau ne paraissait pas très grand, ils auraient dû pouvoir le ramener à proximité avec une équipe complète d'hommes puissants tirants. Mais l'objet énigmatique refusa de bouger. Au lieu de cela, c'est leur propre bateau qui fut traîné vers l'avant. Que est-ce que c'est que cette chose? La voix du capitaine tremblait. Cet objet est plus complexe qu'il n'y paraît. Alors que leurs deux navires finirent par entrer en contact, un membre de l'équipage dit « Nous ne voyons que la partie émergée de l'iceberg. » Cependant, le capitaine ordonna à ce membre et à un collègue de mener l'enquête. Ce membre d'équipage allait plus tard regretter d'avoir dit cela. Le garde-côte affecté à la recherche, Brendan, était appréhensif, mais il ne pouvait pas laisser tomber son équipe alors qu'ils observaient. Il s'approcha furtivement des petites fenêtres hautes, posant ses premiers pas sur le dessus du bateau bleu. John, son partenaire et membre de l'équipage, le rejoignit, et ils tentèrent de regarder à l'intérieur. Toutefois, la vue à travers les petites fenêtres paraissait presque noire, si bien qu'elle offrait peu d'informations. Leur seule option était de faire une chose, « Nous devons l'ouvrir », déclara Brendan à son ami. John acquiesça, et ils soulevèrent ensemble la trappe du navire. Le haut de caisse du bateau s'ouvrit avec un craquement sonore, révélant un escalier en dessous. Le fait qu'ils ne voyaient pas le bas les rendit bien plus anxieux. Espérant que leur capitaine les rappellerait, les deux hommes regardèrent vers lui. Cependant, le vieux marin se contenta de dire « Nous sommes juste ici, allez Y ». Brendan sortit une lampe torche de sa poche arrière et l'utilisa pour éclairer la zone en dessous. Les deux hommes allaient plus tard regretter amèrement leur décision de descendre dans le bateau. Lorsqu'ils atteignaient le bas, John et Brendan scrutèrent avec la lampe. L'intérieur du navire paraissait bien plus délabré que l'extérieur. Qui pilotait ce bateau? Car personne n'est ici, dit John, perplexe. Mis à part la console centrale, qui semblait avoir connu des jours meilleurs, tout semblait être fait de métal nu. Avec un haussement d'épaules, Brendan tenta de partager ses découvertes avec l'équipe extérieure. Les mots furent difficiles à comprendre à travers la connexion radio tremblante de Brendan. Pourtant, les choses devinrent rapidement terribles. Au-dessus des deux hommes se produisit un craquement, et la trappe située en haut se referma brutalement d'elle-même. Quand le capitaine et les autres membres du bateau de la côte s'en aperçurent, ce fut la panique générale. Ils tentèrent de demander des nouvelles de Brendan et John, mais la trappe fermée coupa complètement le signal de contact. Les deux membres de l'équipe d'enquête étaient séparés du reste du groupe, et ce n'était que le début de leurs ennuis. Car le bateau commença à vibrer fortement juste après cela,
John et Brendan montèrent l'échelle et regardèrent avec effroi leur navire côtier. Que est-ce qui se passe ici? Hélas, le bateau bleu avait sa propre volonté et commençait à descendre entièrement sous la surface de l'océan. Ce serait leur seule chance de le voir. Malgré la panique intérieure, Brendan s'efforça de calmer son collègue. « John, calme-toi. Nous ne coulons pas, le bateau n'absorbe pas l'eau. » Toutefois, John ne fut pas apaisé par cette remarque sensée. Qui fait ça, si c'est délibéré? Brendan essaya de garder son calme aussi longtemps que possible, mais les deux hommes tombèrent bientôt dans la panique. Ils frappèrent de leurs poings la trappe métallique de l'échelle, mais elle ne bougea pas. C'était inefficace, et quelques secondes plus tard le bateau était entièrement sous l'eau. Et puis une réalisation frappa l'esprit de Brendan. Ce n'est pas un bateau ordinaire. C'est un sous-marin d'une certaine sorte. John acquiesça à cette pensée, mais cela ne résolvait pas leur situation critique. Les deux membres d'équipage tentèrent désespérément de communiquer avec le bateau principal, mais le signal était complètement mort. L'esprit de Brendan retourna à l'instant où ils avaient découvert ce curieux bateau bleu. Pourquoi, cependant, ce bateau était-il si furtif? Sa couleur bleue le camouflait grandement dans les vagues et filtrant toutes les communications. Il n'apparaissait pas sur le radar. À quoi servait-il? Le sous-marin se dirigeait vers un site inconnu aux graves répercussions. Les deux gardes-côtes terrifiés allaient bientôt l'apprendre. Cependant, John et Brendan ne pouvaient rien faire d'autre que d'attendre. Jusque-là, ils profitèrent de ce temps pour chercher d'éventuels indices à l'intérieur du sous-marin. La console principale, du côté nord du submersible, fut la première zone qu'ils inspectèrent. John, cependant, s'exclama à ce moment-là. Avec ses boutons robustes et des câbles qui partaient à l'arrière, elle avait l'apparence de quelque chose tout droit sorti d'un film des années 80. Néanmoins, il semblait que la machine n'avait aucune influence sur aucune zone du vaisseau. « Il y a une porte ici, » dit Brendan. Brendan regarda son compagnon alors qu'il se tournait. Ils avaient totalement oublié cette partie dans leur panique. John se tenait de l'autre côté du sous-marin, gesticulant vers une large entrée avec une grande poignée métallique. Que est-ce que cela pouvait signifier? Espérant que leurs forces combinées suffiraient à ouvrir cette porte, les deux hommes s'associèrent et commencèrent à pousser la poignée vers le bas. Cependant, cette porte paraissait trop robuste pour ces deux types affolés, tout comme la trappe au-dessus. Alors que Brendan et John posaient leur corps vaincus sur le sol du sous-marin, le bateau commença à vibrer intensément. C'était la même vibration que celle survenue lorsqu'ils avaient coulé plus tôt. Mais cette fois-ci, il montait clairement. « Il y a de la lumière qui passe par la fenêtre du haut », déclara John avec excitation. Cependant, Brendan balaya rapidement cet enthousiasme alors qu'il commençait à réaliser que tout ce voyage finirait probablement mal. Des bruits forts vinrent d'au-dessus le sous-marin. Quand il fut entièrement au-dessus de l'océan, quelqu'un approche, alors court te mettre à l'abri, Brendan dit à son collègue préoccupé. Les deux hommes se levèrent de leur position assise et se cachèrent derrière la console à l'autre extrémité du bateau. Et juste après qu'ils aient atteint leur position de cachette, la trappe du haut s'ouvrit. À ce moment-là, 3 individus descendirent et se dirigèrent vers la porte verrouillée. Brendan jeta un œil prudent par-dessus l'angle et observa comment les personnes à l'allure douteuse entraient dans le compartiment scellé du sous-marin sans un seul objet. Cependant, ils transportaient de lourdes choses en ressortant. Quelle était cette installation? Que était ce qu'ils enlevaient? Brendan tenta de donner un sens à tout, et son esprit s'emballa. Les hommes, grands et lourds, transportaient des dizaines d'objets lourds vers la surface lors de leurs fréquentes ascensions et descensions. Brendan et John eurent la chance de ne pas se faire repérer pendant l'opération d'environ une demi-heure. Cela ne signifiait cependant pas que les deux gardes-côtes étaient en sécurité. Le sous-marin était silencieux après que les hommes douteux eurent fini de décharger son contenu. John et Brendan eurent peur de parler. Cependant, ils virent tous les deux que les personnes avaient laissé la partie supérieure du navire ouverte. Ils comprirent tous les deux que c'était leur occasion de s'échapper. Sachant ce qu'il fallait faire, les deux hommes remontèrent l'échelle, Brendan en tête du groupe.
Les travailleurs côtiers sentirent la brise fraîche de l'océan sur leur visage lorsqu'ils quittèrent le bateau par le haut. Toutefois, ce n'était pas tout, car les deux hommes furent immédiatement frappés par l'emplacement du navire. Il n'y avait pas de terre autour. Ils étaient au milieu de l'océan. Au-dessus d'eux se trouvait une énorme plateforme pétrolière soutenue par 4 énormes piliers flottants. Où diable sommes-nous allés avec ce navire? La voix de John tremblait. Brendan et John grimpèrent soigneusement la longue échelle qui reliait le sous-marin à la plateforme principale au-dessus, et une énorme surprise les attendait une fois arrivés. Il y avait beaucoup d'activité au sommet de la plateforme pétrolière. Des ouvriers soulevaient des boîtes, des machines transportaient du cargo de gauche à droite. John et Brendan travaillèrent ensemble pour essayer de déterminer leur prochaine action tout en restant dissimulés derrière de grands conteneurs d'expédition. Il était évident dès le départ qu'il n'y avait pas d'exploitation pétrolière ici. Cependant, à quoi servait cette plateforme flottante? Les deux hommes se déplacèrent dans la zone avec tact et discrétion. Ils faillirent être capturés à plusieurs reprises. À une occasion, John trébucha sur un fil lâche, et 2 employés se retournèrent et les virent presque. Finalement, ils purent traverser la plateforme sans être remarqués. Ils finirent par voir l'événement principal à cause de toute cette traque. En se cachant derrière un gros conteneur, Brendan remarqua un homme âgé, d'apparence 65 ans environ. John murmura, « Il doit être le chef. » Comparé aux autres personnes sur la station, il était bien habillé, et les 3 personnes d'avant déposèrent la pile de colis volumineux au pied de l'homme âgé. Ils observèrent comment le chef retira une importante pile d'argent d'un des paquets après avoir ouvert la couverture en aluminium. John et Brendan comprirent qu'il s'agissait d'une activité illégale. Mais dans ce cas, Brendan et John étaient piégés et seuls. La seule chose qu'ils pouvaient faire maintenant était d'observer. Ils virent comment le chef leva la main et fit signe de faire avancer quelque chose à l'arrière. Un paquet tout aussi volumineux arriva de l'arrière et fut placé à côté de l'argent. Ce colis était bourré d'un couteau, et le contenu collait à la lame. Les yeux des 2 gardes-côtes doublèrent de taille car ils connaissaient ce genre de produit. Ils avaient confisqué plusieurs substances illicites dans leur fonction de garde-côte, et c'était indubitablement une sorte de drogue en poudre. Cependant, les quantités qu'ils virent aujourd'hui étaient totalement différentes de ce à quoi ils étaient habitués. Brendan en avait confisqué environ 4 livres à son plus gros moment, mais cette seule pile devait être 5 fois plus volumineuse. À l'arrière, il devait y avoir beaucoup plus.